Pour un diagnostic de précision des anomalies orales et faciales, il faut avant toute chose être capable de se poser la bonne question. Comment fait-on concrètement quand on a sous les yeux deux lésions qui semblent être des jumelles? Comment les distinguer avec une certitude absolue? C'est ça le cœur du diagnostic. Et on va voir ensemble comment détenir les clés pour y arriver, en commençant par les anomalies dentaires. Pour notre premier défi, les anomalies dentaires, la solution est souvent beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. On oublie la forme un instant, on oublie la complexité, et on se concentre sur une seule chose, un seul critère, le nombre. C'est tout, le compte est roi. Prenons un cas d'école, la gémination et la fusion. Dans les deux cas, on a une dent qui est anormalement grosse. Pour les différencier, l'analogie est très simple. La gémination, imaginez un seul bourgeon dentaire, un seul tronc d'arbre qui essaie de se diviser en deux. La fusion, à l'inverse, c'est deux bourgeons distincts, deux troncs d'arbres qui poussent si près l'un de l'autre qu'ils finissent par se souder. La clé n'est donc pas dans la forme de la couronne, mais dans le décompte final. Et voilà le moment clé. Dans le cas de la gémination, vu qu'on part d'une seule dent qui se dédouble, le nombre total de dents sur l'arcade, lui, ne change pas. Si on s'attendait à trouver n dents, on en compte bien n. C'est la règle d'or, le point de repère absolu. Par contre, avec la fusion, comme deux bourgeons n'en forment plus qu'un seul, le résultat est mathématique, implacable. Il va manquer une dent. Si on s'attendait à n dents, on n'en trouvera que n-1. Le calcul est vite fait et le diagnostic devient une pure évidence. Et ce principe de comptage, il nous sert aussi à mettre un nom sur les dents manquantes. Attention, petit détail important, on exclut toujours les dents de sagesse du calcul. Le vocabulaire est précis, s'il manque entre 1 et 5 dents, on parle d'hypodontie. Si on passe le seuil critique de 6 dents absentes ou plus, on parle d'oligodontie. Et le cas le plus extrême, l'absence totale de dents, c'est l'anodontie. Très bien, on quitte les dents pour la langue. Il faut la voir comme une carte, un territoire à explorer. Sa surface, son relief, sa couleur. Si on sait lire ces indices, le diagnostic devient beaucoup plus clair. Observez bien cette lésion, la glossite rhomboïde médiane. On voit cette zone bien rouge, bien lisse, parfaitement délimitée au milieu de la langue. C'est fascinant parce que le mécanisme est très simple. Ce que l'on voit, c'est la conséquence d'une desquamation, autrement dit, la disparition des papilles filiformes qui sont les plus nombreuses. Sans elles, la muqueuse du dessous plus rouge et lisse est exposée. Allez, on change complètement de décor. Le kyste lympho-épithélial oral. Lui, il a une signature clinique très claire, un vrai portrait robot. C'est un petit nodule, il est ferme quand on le touche, sa couleur est caractéristique, blanc jaunâtre. Et enfin, on le trouve le plus souvent sur la face ventrale ou sur les côtés de la langue. Avec ces trois indices, le profil est complet. Abordons maintenant les kystes et les anomalies des glandes. Pour comprendre leur origine, il faut s'imaginer une sorte de bug durant le développement. Un accident, un piège tissulaire, où un bout de tissu se retrouve coincé là où il n'a rien à faire. Le défaut osseux de Staphné est l'exemple parfait de ce mécanisme. Tout part d'un petit bout de la glande salivaire sous-mandibulaire qui s'est perdu. Il est en position ectopique, il n'est pas à sa place. Alors ce tissu, il exerce une pression, lente mais continue, sur la paroi interne de la mâchoire. Et à force de pousser, il finit par creuser l'os. Résultat, à la radio, on voit à trous une zone sombre bien nette. Pour les kystes, il y a deux grands scénarios à retenir. Le premier, le kyste d'inclusion, c'est comme si on avait oublié une poche en cousant la doublure d'un manteau. Un morceau d'épithélium de surface se retrouve piégé en profondeur. Le deuxième scénario, le kyste fissural, c'est plutôt une couture qui n'est pas parfaite. Il se forme à partir de restes de tissu le long des lignes de soudure du visage pendant le développement de l'embryon. Et pour finir cette section, un petit mystère très courant, les grains de Fordis. Ces petites bosses jaunâtres qu'on voit souvent sur la muqueuse des joues ou des lèvres. Eh bien, la réponse est toute simple, ce sont juste des glandes sébacées, les mêmes qui produisent le sébum sur la peau, mais qui se sont trompées d'adresse. Elles se retrouvent sur la muqueuse, et là, elles s'hypertrophient. Notre dernière partie nous fait sortir de la bouche pour regarder le visage dans son ensemble. Ici, beaucoup d'anomalies s'y produisent, le long des lignes de fusion embryonnaire. Il faut s'imaginer ça comme des lignes de faille géologiques, des zones de tension où les accidents de développement peuvent survenir. Ici, un réflexe clinique est absolument crucial. Quand on voit une fente faciale, il faut toujours penser syndrome. Ce n'est pas toujours un signe isolé. Par exemple, dans les syndromes de Treacher-Collins ou d'Apert, le risque d'avoir une fente palatine est d'environ 1 sur 3, ce qui est énorme. Et le syndrome de Crouzon est aussi très souvent associé à des fentes. Mais alors, à quel point est-ce fréquent ? Pour mettre les choses en perspective, la fente labiale est de loin l'anomalie la plus commune, touchant environ une naissance sur 1000. La fente palatine, elle, est déjà 2 fois plus rare. Quant aux fossettes labiales, là on est vraiment dans l'exceptionnel.
Au final, que ce soit par le compte, par l'observation de la surface, par la compréhension du mécanisme ou de la localisation, on s'aperçoit que derrière des apparences parfois trompeuses, chaque pathologie possède sa propre signature, son empreinte digitale. Et c'est ça la véritable clé pour